Je suis sensible parce que tous les jours, on est dans une biodiversité, une nature, des paysages fabuleux dans la région et que une initiative pareille, regroupant sur 2 jours autant d'experts sur les insectes, sur les champignons, sur les vignes, sur les greffes, sur les animaux, et c'est extraordinaire pour nous aider à réfléchir, à évoluer et à toujours pouvoir voir ce qu'on peut faire de mieux, parce que c'est quand même cette nature qui nous donne les vins et les raisins qui nous servent à faire notre vin. Les plantes bioindicatrices. Je vous présente le sujet en quelques points. Une brève introduction pour reprendre l'histoire de ce qui s'est... Alors je vais remonter beaucoup plus loin dans l'histoire que le Moyen-Âge ou l'Antiquité pour avoir un aperçu de ce qui s'est passé dans le monde vivant jusqu'à l'apparition de la graine. Ensuite, je vous expliquerai les notions de dormance, de levée de dormance. Et puis, il y aura un point en rapport avec les adventices de culture. Alors, on peut dire adventice, ça veut dire juste elle pousse à côté, c'est mauvaise herbe qu'on peut pas dire, mais enfin qu'on peut pas dire, qui est pas juste puisqu'elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste là. Et puis, une petite conclusion. Donc, en introduction, avant la graine, donc le vivant a commencé il y a à peu près moins 4 milliards d'années, et les propriétés qui font que les plantes aujourd'hui sont bioindicatrices sont directement reliées aux propriétés de certaines des molécules qui sont apparues dans les océans primitifs. Et certaines de ces molécules donc, ont eu la capacité à capter, enregistrer des informations de leur environnement et à se dupliquer et à transmettre les informations qu'elles avaient enregistrées aux molécules issues de leur duplication. Ces molécules, c'est les ADN, les ARN. Donc ça fait à peu près 4 milliards d'années que ça existe. Et s'il n'y avait pas ces propriétés avec ces molécules avec ces propriétés-là, on n'aurait pas le phénomène de plantes bioindicatrices. On va passer très rapidement. Quelques dizaines, centaines de millions d'années plus tard, on a les premières cellules qui apparaissent. C'est un pas dans le vivant puisque cette duplication, cette transmission d'informations se fait en milieu sécurisé, à l'intérieur de membranes, alors qu'avant, ça se faisait en liberté dans le milieu. Et puis alors là, très très grand bond en avant de quelques milliards d'années, on arrive à moins 500 millions d'années par rapport à nous, et c'est les premières populations très importantes et très diversifiées de végétaux chlorophylliens, ce sont des algues, donc on est toujours en milieu aquatique. Et les algues vertes, elles ont connu un développement vraiment très très important à ce moment-là, et elles ont innové, elles ont inventé la reproduction sexuée, c'est-à-dire le croisement des génomes, le croisement des informations génétiques de 2 individus pour donner un nouvel individu. Et ça, c'est hyper important aussi dans l'évolution, puisque ça va permettre une adaptabilité au changement d'environnement accru. Et les changements d'environnement, quand ils intervenaient sur des populations qui avaient toutes sensiblement le même génome, puisqu'elles étaient issues de duplication, simplement de multiplication à l'identique de cellules, s'il y avait un changement de milieu, tout le monde en pâtissait. Alors que là, sur des populations où il y a cette reproduction sexuée, il y a toujours une marge de la population qui va avoir suffisamment de répondants, suffisamment d'informations génétiques diversifiées pour survivre, pour résister. Et puis, grand saut encore dans l'évolution autour de moins 450 millions d'années, on a les sorties de l'eau. Donc, on a des bactéries, des champignons, des algues qui sortent de l'eau et qui commencent à occuper les espaces de croûte terrestre. Ça, c'est le résultat de tout un tas de modifications planétaires, l'apparition d'une atmosphère, notamment la constitution d'une atmosphère qui protège les surfaces des rayonnements cosmiques. Et ces sorties de l'eau, elles interviennent donc avec plusieurs lignées en même temps qui sortent. Et on en a la preuve avec l'existence des lichens qui existent toujours actuellement, qui sont une symbiose d'une algue et d'un champignon. Encore un saut de 25 millions d'années dans le temps et on arrive aux premiers végétaux qui ont vraiment une allure de végétaux, on va dire, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont les mousses, le groupe des mousses. Et ces mousses, elles ont eu l'innovation de fixer
des atomes de carbone en chaîne un petit peu plus longue dans leur tissu que ce qui existait dans les algues. Et ça leur permet de se redresser, de se maintenir un petit peu à la verticale. Pas beaucoup, hein, une mousse, ça monte pas énormément, mais un petit peu quand même. Et ces mousses, elles sont toujours dépendantes de l'eau pour leur stade végétatif, pour leur végétation et pour la reproduction, comme l'étaient et comme le sont toujours les algues. Donc tout en étant passées en vie aérienne, s'il n'y a pas d'eau, elles se mettent en pause, elles attendent, il ne se passe rien, y compris au niveau de la végétation. Elles se dessèchent et elles se mettent en pause. Pour augmenter un petit peu leur chance d'avoir un temps de végétation un peu plus long, elles vivent en colonies, elles forment des petites colonies assez denses de tiges qui se redressent et donc par capillarité, elles arrivent à retenir un petit peu l'eau un peu plus longtemps que simplement au moment où il pleut. Et puis l'évolution suivante, encore 25 millions d'années après, vers moins 400 millions d'années à peu près, on a les végétaux vasculaires qui arrivent. Et eux, ils inventent les racines et les canaux pour la sève. Donc, ils inventent un système pour s'affranchir de l'eau pour la végétation. Par contre, ils sont toujours dépendants de l'eau pour leur reproduction, qui se fait par un système de spores et qui doivent être baignés dans l'eau pour pouvoir fonctionner. Donc voilà, on a parcouru à peu près 4 milliards d'années en 2 minutes, mais c'est important d'avoir ça dans la tête. Et puis, ces végétaux-là, les fougères et apparentées, elles ont eu un développement très très important à l'époque géologique, l'ère géologique qu'on appelle le Carbonifère. Elles ont créé des masses de matière organique énormes parce qu'elles ont poussé plus loin que les mousses leur système de fixation de carbone en chaîne de plus en plus longue pour se rigidifier, pour se redresser de plus en plus par rapport à la surface de la Terre. Et elles ont donc fabriqué des masses gigantesques de matière organique très carbonée. Cette ère géologique, on l'appelait le Carbonifère parce que c'est de là que nous viennent les gisements de charbon. Puisque ces masses gigantesques de matière organique carbonée qui ont été produites à cette époque-là, elles ont eu 3 destinées. Il y en a une partie qui a été enfouie sous de l'eau douce et qui est devenue le charbon. Une partie qui a été enfouie sous de l'eau salée, qui a donné ce qu'on a maintenant comme pétrole, les gisements de pétrole. Et puis, il y a une 3e partie qui, elle, a continué son évolution en surface, en milieu aérobie, et sous l'action de tous les micro-organismes, bactéries, champignons, qui étaient sortis avec les premières cellules de l'eau, ont permis la génération sur notre planète des premiers sols. Avant ça, il n'y avait pas de sol. Donc, le principe de bioindication, de diagnostic de sol, on peut dire que s'il n'y avait pas eu les fougères, on ne pourrait pas faire ça puisqu'il n'y aurait pas de sol. Donc, ces fougères et apparentées, elles connaissent leur heure de gloire à ce moment-là, au moment du Carbonifère. Elles dominent en gros toutes les parties végétalisées qu'on peut trouver sur la planète. Et puis, cette heure de gloire, elle a une fin, puisque y a un groupe de végétaux qui va inventer la graine. Et ce groupe de végétaux, c'est vers 350 millions d'années, les gymnospermes archaïques. Donc, c'est la famille de ce qui existe aujourd'hui, qu'on peut voir encore aujourd'hui, les cycas et le ginkgo. Et ces gymnospermes, ils inventent un système d'ovules. Donc, c'est une feuille qui se transforme et qui génère cette partie reproductive. L'ovule va être fécondé par un grain de pollen, mais l'ovule est nu et la graine est nue aussi. Donc, c'est un système qui est plus efficace que celui des fougères, puisqu'il y a un affranchissement de l'eau aussi pour la reproduction. Donc là, on s'est complètement affranchi de l'eau pour et la végétation et la reproduction. Et l'invention de la graine, c'est un système qui va permettre que l'embryon, au moment de la fécondation de l'ovule par le grain de pollen, l'embryon, il ne se met pas à se développer de suite. Il se met en pause. Il y a quelques phases de division cellulaire, l'embryon se forme, puis il s'arrête, et les tissus de la graine se dessèchent, et il y a une membrane qui va protéger cet organe, une membrane imperméable à l'environnement. Et ça, c'est la graine, c'est l'invention de la graine. Vers moins 170 millions d'années, on a les gymnospermes tardifs, ceux qui arrivent en dernier, qui sont les conifères. Eux, ils inventent un système de
protection un peu plus efficace de la graine, puisque c'est cet organe qu'on appelle le cône, qui est un assemblage de feuilles transformées qui protège les ovules et qui donc va protéger aussi l'organe jusqu'à sa maturation, jusqu'à ce que ça devienne une graine. Et les conifères, ils inventent aussi un système de dispersion en fournissant une petite ailette à chaque graine. Donc quand la graine est libérée, elle est pourvue d'une aile et ça lui permet de s'envoler, de s'en aller très loin de la plante mère. Ensuite, donc à ce moment-là, quand les conifères se sont bien développés vers 170 millions d'années, c'est eux les plus performants. C'est eux qui se mettent à dominer la planète, comme l'avaient fait les fougères et apparentés quelques millions d'années plus tôt. Donc, ils sont au top. Malheureusement pour eux, arrivent des concurrents qui sont encore plus efficaces vers moins 140 millions d'années, et l'évolution des angiospermes va durer jusqu'à moins 30 millions d'années à peu près. En gros, on peut dire que depuis 30 millions d'années, il n'y a plus vraiment eu d'innovation majeure dans le monde végétal. Mais entre moins 140 et moins 30 millions d'années, on a l'apparition de la fleur chez les angiospermes. La fleur, c'est un organe extrêmement compliqué, complexe, avec plein de pièces qui sont toutes à l'origine des feuilles transformées aussi, mais des fois c'est un petit peu difficile de le comprendre. Chaque fleur va avoir une pièce qu'on appelle un ovaire qui protège les ovules. Ou l'ovule, ça dépend de l'espèce, des fois l'ovule est seul, des fois il y en a plusieurs, mais qui sont protégés dans un ovaire. Et cet ovaire va se transformer en fruit, va donner un fruit. Et les angiospermes, ils ont donc une graine protégée dans un fruit. Et là, je vous ai mis l'exemple de la pomme, parce que c'est vraiment, visuellement, ça parle. Mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, les espèces végétales ont coévolué pour un bon nombre d'entre elles avec les animaux. Faut pas l'oublier. Et toutes les espèces végétales dont les fruits sont charnus ou colorés, ou voilà, où il y a quelque chose qui attire les animaux, comme les grains de la vigne sauvage qui attirent les oiseaux, tous ces végétaux-là, ils ont coévolué avec les animaux en utilisant la plupart du temps le système digestif des animaux comme moyen de dispersion de la graine, comme moyen pour éloigner la graine de la plante mère. Il y a une partie chez les angiospermes qui ont continué d'utiliser la méthode mise au point par les conifères, c'est-à-dire pourvoir les graines d'un moyen de locomotion aérien, des plumets, des ailettes. Voilà, ça reste un moyen qui est très efficace pour certaines espèces. Chez les angiospermes, pour rappel, c'est bon. On a deux lignées qui ont évolué en parallèle, qui sont les deux en même temps. D'un côté, les monocotylédones, de l'autre, les dicotylédones. Alors, ce terme de cotylédon, c'est les éléments qui se chargent de réserve et qui vont rester avec l'embryon dans la membrane imperméable à l'environnement que constitue la graine. Chez les monocotylédones, on a un cotylédon dans la graine. Chez les dicotylédones, on en a deux. C'est deux lignées qui ont évolué en parallèle. Et c'est juste un rappel pour qu'on ait bien en tête que malgré les apparences, tout ce qui est graminées, poacées, les herbes, entre guillemets, classiques, ça, c'est des plantes à fleurs aussi. Ça fait partie des plantes à fleurs, des angiospermes. Et comme l'autre lignée, tous les angiospermes ont développé des systèmes de dormance pour leurs graines et de levée de dormance très diversifiés. Donc on a vu la dormance, il y a une dormance primaire qui est le fait que l'embryon se met en pause de suite après la fécondation et puis est à l'abri dans une membrane très imperméable. Et puis il y a des dormances secondaires qui vont être liées au milieu, qui ont été les témoins de l'évolution de chaque espèce. Donc on va voir maintenant pourquoi ce phénomène s'est mis en place et comment et qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, comme information. La dormance de la graine, ça a été une réponse à la nécessité de dispersion des espèces. Les graines, si elles tombent au pied de la plante mère, point barre, l'espèce a très peu de chances de pouvoir occuper tous les milieux qui lui seraient favorables. Donc, c'est la première chose, cette dormance, elle est nécessaire pour que la graine ne germe pas instantanément et qu'elle
elle ait le temps d'être éloignée de la plante mère avant de prendre son développement. Et puis, c'est aussi une réponse adaptative aux conditions climatiques. On a vu que les angiospermes, grosso modo, ils sont apparus vers moins 140 millions d'années. 40 millions d'années plus tôt, vers moins 180 millions d'années, on avait un continent unique qui s'appelait le Gondwana, qui a commencé à se disloquer. Et donc, cette dislocation des continents a généré sur la planète des biotopes, des milieux extrêmement diversifiés dans toutes conditions climatiques, et notamment avec l'apparition de zones soumises à des alternances saisonnières. Et la levée de dormance donc, de chaque espèce va être complètement reliée au milieu d'origine naturelle dans lequel elle a fait son évolution, dans lequel elle s'est installée. Les biotopes naturels, donc qu'est-ce que c'est qu'un biotope? Un biotope, il y a 4 paramètres qui le constituent. D'une part, le climat, donc ça va être les mouvements atmosphériques, les températures. La géologie, la pédologie, tout ce qui est relié à la nature de la roche-mère et du sol qui s'est constitué sur cette roche-mère. La géomorphologie, la topographie, les reliefs. Et l'hydrologie, donc tous les cycles de l'eau, cycle court, cycle long. On retombe sur les notions qu'on a vues un petit peu tout à l'heure avec l'agroécologie. Qu'est-ce qui constitue les éléments d'un biotope. Donc ces paramètres-là, ils sont vraiment fondamentaux dans les choix que vont faire chaque espèce végétale pour leur levée de dormance. Dans les levées de dormance des graines des herbacées, alors je suis restée sur les herbacées puisque c'est quand même la majorité des adventices qu'on rencontre en milieu agricole font partie de la catégorie herbacées. Mais il y a aussi bien évidemment des phénomènes de dormance pour toutes les catégories de végétaux. Il y a 2 paramètres qui vont être essentiels dans les levées de dormance des graines, qui vont être communs à toutes les espèces, en gros. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir les mêmes exigences en termes de conditions hydriques ou de conditions thermiques, mais ça va être un paramètre sur lequel il y aura quelque chose, il y aura une exigence définie pour l'espèce. Donc, conditions hydriques, c'est est-ce que c'est humide, est-ce que c'est sec? Et la plupart du temps, pour les levées de dormance, il y a nécessité d'une alternance. Il faut que la graine, elle passe par une phase humide puis sèche ou inversement. Parce que c'est lié au fait que les plantes ont évolué dans des conditions d'alternance saisonnière. Et puis les conditions thermiques, c'est pareil. À un moment donné, il faut qu'il y ait souvent un passage par le froid pour que, de nouveau, une remontée des températures permette à l'embryon de se développer. La levée de dormance, je vous l'ai dit tout à l'heure, la graine, quand elle est formée, elle a une enveloppe imperméable. La levée de dormance, elle est inféodée à la perte d'imperméabilité de cette membrane. Si l'embryon n'a pas accès ni à l'eau ni à l'oxygène, il ne peut pas reprendre son développement. Et s'il n'a pas un minimum de température et d'eau pour relancer les processus métaboliques de la vie, il ne pourra pas se développer non plus. Donc ça, c'est les 2 paramètres fondamentaux qui vont être à étudier pour chaque espèce bioindicatrice. Et puis, quelques exemples d'autres paramètres physico-chimiques induisant des levées de dormance. Par exemple, certaines graines ont besoin de présence de matière organique dans le sol parce que quand on a de la matière organique, on a des acides organiques. Donc, ça va par exemple pouvoir dégrader certaines molécules dans leur membrane et les rendre perméables. Il faut savoir que le phénomène d'imperméabilité des membranes des graines n'est pas fabriqué de la même façon par toutes les espèces. On a différents types de molécules, différents systèmes pour rendre la membrane imperméable. Et c'est pour ça qu'on a aussi une grande diversité de paramètres qui peuvent lever la dormance. On va avoir aussi, par exemple, un engorgement en eau plus ou moins prolongé. Donc, une stagnation sous l'eau d'une graine, ça va commencer à ramollir, à détruire son enveloppe. Des modifications de conditions lumineuses aussi. Une arrivée brutale de lumière, donc avec les photons du soleil et puis les paramètres physico-chimiques modifiés que ça engendre, peuvent lever la dormance de certaines graines.
On a aussi le remaniement des couches superficielles du sol, le brassage des couches du sol, ça peut lever la dormance de certaines graines. Toujours pareil, parce que ça induit des paramètres physico-chimiques, en fait, des changements de pH, des modifications qui vont dire à certaines graines, c'est le moment, allez-y, vous pouvez sortir. Et une période de dessèchement du sol, ça peut aussi être un phénomène qui va induire la levée de dormance de certaines espèces. La notion de biotope secondaire, elle est importante pour comprendre la méthode de plantes bioindicatrices, puisque là, on a vu les biotopes dans lesquels les plantes avaient évolué, c'est ce qu'on appelle les biotopes primaires, donc les milieux où l'espèce a fixé ses critères, fixé ses caractères. Un biotope secondaire, c'est quelque chose qui va être lié à la présence humaine. Un biotope secondaire, c'est un milieu anthropisé qui reproduit des conditions d'un biotope naturel, d'un milieu naturel. J'ai pris l'exemple de plantes de falaise, les plantes qui naturellement poussent en milieu rocheux, abrupt. Avec la construction des murs, les humains ont généré des conditions de milieu identiques à celles des falaises naturelles. Et donc ça, c'est un biotope secondaire. Un mur dans votre jardin, c'est un biotope secondaire pour certaines espèces. Cette notion de biotope secondaire, elle est extrêmement importante pour comprendre la méthode de diagnostic des sols avec les plantes bioindicatrices, puisque c'est en étudiant le biotope primaire de chaque espèce adventice qu'on va avoir l'information, l'éclairage sur qu'est-ce qui fait que cette adventice est arrivée à ce moment-là et pourquoi on a créé les conditions qui lui permettaient de retrouver son milieu d'origine, son biotope primaire. Un petit mot sur les espèces domestiquées, puisque les graines des espèces domestiquées, on a beaucoup réduit leurs exigences en levée de dormance. Avec la domestication et la sélection qui va de pair, on a vraiment réduit à minima les exigences pour faciliter la culture. C'est tout simple, pour éviter d'avoir des graines qui sont capricieuses. Au fur et à mesure des sélections, on choisit celles qui ont le moins d'exigences possible. Donc les exigences principales qui restent aux espèces domestiquées, c'est les deux paramètres dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire il leur faut de l'eau, de la chaleur. Et pour la plupart, il leur faut aussi des matières organiques, puisque c'est des plantes qui ont évolué avec l'intervention humaine. Et donc, l'humain, quand il veut planter un végétal, il a envie que ce végétal il soit le plus volumineux, le plus massif possible pour avoir le plus de rendement. Et donc, il va lui fournir beaucoup de matière organique pour que son développement soit optimal. Donc, à force de fournir tout le temps de la matière organique aux plantes domestiquées, on leur a appris à germer quand il y a beaucoup de matière organique dans les sols. Donc ça, c'est un petit rappel pour dire que ces espèces domestiquées, en réduisant leurs exigences, on a extrêmement réduit aussi leur capacité adaptative. On leur a coupé les ailes, en gros, en termes de compétitivité par rapport aux adventices. Les adventices qui sont la flore spontanée et qui, elles, ont gardé toute leur capacité génétique. Toutes les informations de leur lignée évolutive, elles les ont en stock. Dans leur ADN, les molécules du début. Donc maintenant, on va faire un petit tour d'horizon par rapport aux adventices de culture. Qu'est-ce que le caractère bioindicateur d'une espèce? Comment le définit-on? Si on observe un coquelicot au milieu d'un champ, je suis désolée, je n'ai pas pris trop d'exemples dans les vignes, mais bon, on fait le parallèle, c'est la même chose. Si c'était dans une vigne, ce seraient les mêmes paramètres. Si on a un coquelicot tout seul, il ne va pas nous donner d'indications sur le sol de ce champ. Il va nous donner des indications sur les quelques centimètres carrés qui sont autour de là où il a germé. Par contre, si on a un champ recouvert de coquelicots, là, oui, les paramètres de levée de dormance qui sont nécessaires pour que le coquelicot germe, là, on sait que les paramètres ils sont réunis pour l'ensemble de la surface de cette parcelle. Et alors, qu'est-ce qui fait
que parfois une espèce va se mettre à recouvrir 10, 25, 50, voire plus de 75% d'un endroit. On considère qu'une adventice est indicatrice quand elle recouvre plus de 10% de la surface. Vue d'avion. Il faut imaginer l'ombre de la plante portée au sol, au soleil de midi. Voilà, c'est comme ça qu'on évalue l'emprise au sol des adventices. La méthode, elle est basée sur les pourcentages et les coefficients d'abondance recouvrement de Braun-Blanquet. En fait, c'est un phytosociologue, quelqu'un qui avait mis au point une méthode de phytosociologie, donc d'étude des associations végétales. Donc Gérard Ducerf, il s'est inspiré de ce système de notation, en fait, de quantification pour baser la méthode de diagnostic des sols. Et donc, comment expliquer et comprendre pourquoi certaines adventices vont apparaître comme ça en masse dans certains endroits? On va voir quelques exemples. La plupart des adventices qu'on connaît, qui posent problème, sont liées à leur biotope primaire, c'est les vallées alluviales. Il y a énormément d'adventices dont le biotope primaire se situe en vallée alluviale. Par exemple, les bras morts des vallées alluviales, dans des bras morts, on a des eaux stagnantes et des hydromorphismes. Hydromorphisme, ça veut dire que l'eau prend la place des interstices dans la terre, dans le sol, et donc il n'y a pas de circulation d'air, il n'y a pas de circulation gazeuse dans ces sols-là. Dans certains cas de figure, sur certains sols cultivés, on reproduit ces conditions d'eau stagnante et d'hydromorphisme. Et par exemple, une adventice qui est reliée à ce type de biotope primaire, c'est le liseron des haies. Ça, je sais que dans certaines régions de vignes, le liseron des haies, il est très présent. En tout cas, en Sud-Bourgogne, là, vers chez moi, il y a des vignerons qui ont beaucoup de soucis avec ce liseron. Les caractères indicateurs donc du liseron, du liseron des haies, ça va être engorgement en matière organique sur sol humide, hydromorphisme, anaérobiose. Et puis, en plus, destruction des argiles, libération des ions fer et aluminium, production de nitrite. Ça, c'est une conséquence, c'est la suite de l'engorgement et des hydromorphismes et anaérobiose. Un autre type de biotope primaire qu'on retrouve dans les adventices, sable, gravier et limon des vallées alluviales. Donc les sables, graviers et limons, ça va être toutes ces zones-là, en bord de rivière, qui sont des zones remaniées. Donc ça constitue un support minéral non structuré. Ça bouge tout le temps. Et dans les milieux cultivés, certaines pratiques agricoles reproduisent ce type de support minéral non structuré par des labours répétitifs sur certains types de sols. On va avoir des zones de terre où il n'y a plus de structuration du sol. Et dans ces zones-là, on va retrouver, par exemple, le senson commun. Lui, ses caractères indicateurs, ça va être des érosions, toute saison, hiver-été, par manque de couverture du sol. Donc on reproduit là, les sables et les graviers, il n'y a pas jamais de couverture vraiment. Et puis, lui, il peut apparaître aussi quand il y a des excès d'azote, mais sur des sols à faible pouvoir de rétention, où on est en danger d'érosion, parce que le sol n'a plus de structure. Et l'érosion arrive quand la structure s'en va. Autre type de milieu voilà, tout d'un coup. Biotope primaire, vasé limon humide des vallées alluviales, toujours. On a des hydromorphismes et des anaérobioses. Et ces hydromorphismes anaérobioses, ils peuvent être reproduits par des épandages en quantité trop importante ou répétée ou à des mauvais moments, si les épandages ils sont faits par temps humide, des choses comme ça. Et ça va donner comme adventice, par exemple, le rumex à feuilles obtuses. Le rumex qui, lui, va avoir comme caractère indicateur les engorgements en matière organique, les hydromorphismes et les anaérobioses. Et puis, on a je vous ai dit, on a énormément d'adventices donc qui sont de biotope d'origine biotope primaire vallée alluviale, donc reliés aux problématiques liées à l'eau, aux engorgements en eau, à la stagnation ou au contraire à l'érosion due à l'eau. Et puis, de plus en plus maintenant, dans les inventaires qu'on peut faire un peu partout en France,
que ce soit pour des diagnostics de sol ou au cours de formation, on trouve des adventices dont le biotope primaire, c'est zone semi-désertique, voire désert ou zone semi-désertique. La caractéristique d'un sol de désert ou de zone semi-désertique, c'est des sols où il n'y a plus de matière organique. Par certaines pratiques agricoles, on reproduit ça actuellement. Ça, si vous traversez la France, très souvent maintenant, à l'automne, quand il y a eu les labours, vous voyez des champs blancs. C'est pas normal. C'est juste qu'il n'y a plus de matière organique dans les sols. Et cette couleur blanche des terres, elle n'est pas normale pour des terres cultivées. Et c'est là on est en train de créer des déserts, comme on disait tout à l'heure. Une des adventices les plus marquantes de ce type de milieu, c'est l'ambroisie. L'ambroisie, ses caractères indicateurs, ça va être perte d'humus et du complexe argilo-humique, déstructuration des argiles, perte de vie du sol et pulvérisation du sol. Quand on a pulvérisation du sol, c'est là qu'on atteint la désertification. En fait, il n'y a plus possibilité de vie, tout simplement, parce que le sol a perdu toute sa structure. En conclusion, les adventices, ce sont des symptômes et pas des causes. À chaque fois, il se passe quelque chose, il y a un point de départ, une intervention humaine, un événement climatique, parfois les deux conjoints. Là, avec le changement climatique, les modifications qu'on subit, eh ben, ça accélère souvent le processus. Il y a des endroits où l'action humaine arrivait encore à passer, on va dire. Le sol était suffisamment résilient pour tenir le choc. Et là, avec l'accélération des phénomènes extrêmes au niveau climatique, eh ben, le sol il a de plus en plus de mal à résister. Et cet événement de point de départ va induire des modifications des propriétés physico-chimiques du sol et des modifications dans la vie du sol. Donc tout ce qui va être évoqué demain, toute la vie du sol, les champignons, les bactéries, tous les micro-organismes en fait qui sont à l'origine de la minéralisation des éléments pour la nourriture des plantes, tout ça, ça va être modifié. Et ces modifications, elles vont induire la réalisation de conditions de levée de dormance pour de nouvelles espèces, pas pour celles qu'on voudrait cultiver, mais pour d'autres espèces. Et ces conditions de levée de dormance étant réunies, on a l'apparition des adventices, parfois en très très grande population. Les adventices, ce sont de précieuses indicatrices. Elles vont nous apporter une vision avec le recul sur ce qui se passe dans le sol. Et les adventices, c'est un peu comme un thermomètre. C'est-à-dire, si vous avez la fièvre, vous ne cassez pas votre thermomètre pour savoir quand même jusqu'à quel degré ça va monter, pour savoir s'il faut faire quelque chose. Quand on désherbe, qu'on laboure, qu'on fait disparaître les adventices, c'est un peu comme si on cassait le thermomètre. On ne veut pas voir ce qui se passe. Il se passe quelque chose, mais on n'a pas envie de savoir, donc on les enlève. En gros, on peut faire ce parallèle-là. Les adventices, elles nous donnent une compréhension des phénomènes complexes du sol, de toutes les interactions entre le sol et les plantes, en considérant le sol comme un organisme vivant, pas comme juste un support neutre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important à garder en tête, que le sol, c'est quelque chose de vivant. C'est une interaction entre vivant et vivant. Les informations qu'un diagnostic de sol va nous donner sont parfois plus précises que certaines analyses chimiques, purement chimiques de laboratoire. Parce que certaines analyses de laboratoire, certaines données sont données par pondération avec d'autres parfois. Alors que quand, par exemple, notamment sur les rapports C sur N dans les sols, souvent il y a une pondération de l'azote pour savoir combien on a de carbone. Alors qu'en fait, dans la réalité, nous, on constate que c'est pas toujours, ça correspond pas toujours. Par contre, les plantes, elles nous disent si on a plus de matière organique carbonée, plus de matière organique azotée, s'il y a un équilibre entre les deux ou s'il y a un déséquilibre, ça, on va arriver à avoir l'information. C'est une méthode aussi qui va nous donner des indications sur la dynamique des sols. Et les plantes, elles nous imposent le temps long. On ne peut pas faire une bioindication si on n'a pas un peu de temps devant soi, puisque la méthode, c'est 2 ou 3 passages par an pendant 3 ans, pour avoir
une vision de la dynamique du sol et savoir si les pratiques choisies sont efficaces, sont à l'optimum pour maintenir ou restaurer l'état de santé du sol. Un inventaire, c'est aussi un témoignage à un instant T. Et de ce témoignage à l'instant T, ça arrive qu'on n'en fasse qu'un, une fois comme ça, pour avoir une photo. Et ça, sur un inventaire comme ça unique, on peut avoir aussi des informations sur ce qui s'est passé avant. Il y a des choses qu'on va constater où on pourra dire, bah là, manifestement, il y a eu tel souci, il s'est passé telle problématique. Donc, si j'ose dire, les adventistes, elles nous bio-indiquent la marche à suivre, la voie à suivre pour aller vers une amélioration des sols, une aggradation des sols, et pour aller vers des méthodes de régénération, comme le propose aussi l'agroforesterie. Les sources bibliographiques, donc c'est les livres de Gérard Dussert, les encyclopédies des plantes bioindicatrices. J'ai mis les sources photos. J'ai remercié ma fille parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec une fleur et une loupe au milieu d'un pré que devant un ordinateur. Donc si elle n'avait pas été là, ça aurait été compliqué. Voilà.